parce qu'on va utiliser le passé pour projeter l'avenir. Donc il faut faire très attention à utiliser les bonnes données dans les bons calculs. C'est-à-dire que c'est pour ça que prendre un pourcentage sur l'état locatif, ça n'a pas de sens. On va essayer de projeter un état locatif durable. Et c'est pourquoi dans l'expertise immobilière, on utilisera plutôt une valeur DCF. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans cet épisode, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut savoir de la valeur de rendement classique pour pouvoir la maîtriser concrètement. C'est la valeur de rendement tout à fait basique que tout le monde utilise pour faire les calculs de rendement, de rentabilité dans chaque investissement. C'est utilisé un peu trop à mon goût, même beaucoup trop, de la mauvaise manière. C'est pas forcément le bon calcul à effectuer dans chaque situation. Et bien, à travers cette vidéo, on va la décortiquer pour comprendre exactement quelles sont les variables qui peuvent évoluer et surtout comment est-ce qu'on les définit, comment est-ce qu'on les détermine, parce que très souvent, eh bien, l'information n'est pas très claire, surtout dans les annonces immobilières. Le calcul, au final, il est très simple pour la valeur de rendement classique, je vais l'appeler comme ça parce que c'est important, c'est pas une valeur de rendement normale, c'est pas une valeur de rendement dynamique, voilà, donc c'est important de comprendre qu'elle est statique. Elle est statique pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a simplement deux variables qui vont donner cette valeur de rendement. La variable numéro 1, eh bien, c'est l'état locatif net, l'état locatif brut, l'état locatif net déterminant. On va voir ensemble au travers de cette vidéo qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et puis le taux de rentabilité, le taux de rendement attendu. C'est le taux de cap, le fameux taux de cap. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Et ça nous donne la valeur de rendement. Donc, état locatif divisé par un taux, ça nous donne la valeur de rendement. Voilà, donc c'est très simple. Sur le papier, c'est très très simple. Et au final, c'est extrêmement compliqué et surtout très subjectif. On va voir à travers cet épisode aujourd'hui pourquoi est-ce que je dis ça. Donc pour décortiquer un peu ces éléments, eh bien on va commencer par analyser le taux de rendement, le fameux taux de cap. Comment est-ce que, taux de cap ou facteur d'actualisation, voilà, il y a plein de termes différents. Et puis comment est-ce que, eh bien on va faire comment est-ce qu'on fait pour le calculer concrètement. Donc la première chose à savoir, c'est que chaque calcul de valeur de rendement est basé sur l'expérience de la personne qui calcule. Donc typiquement l'état locatif, pas l'état locatif, mais typiquement le taux de rentabilité, très souvent il sort un peu du chapeau du courtier ou de l'estimateur. Donc c'est évidemment basé sur une expérience déjà réalisée ou des expériences déjà réalisées du professionnel ou alors des benchmarks. D'ailleurs, on va voir des benchmarks un petit peu plus tard. Ça veut dire des généralités qui ont été réalisées qui sont notifiées, écrites dans des livres, qui ont été réalisées par des experts en estimation immobilière, des groupes d'experts, des chambres immobilières, etc. Et puis le taux, comment est-ce qu'il est construit ce taux ? Eh bien, c'est simple, il est construit par deux facteurs, deux éléments différents. Donc le taux de base, taux d'intérêt de base, et puis les suppléments. Voilà, les suppléments, on va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle arrêtée pour fixer ces taux, mais uniquement l'appréciation à 100% de l'expert au courtier ou propriétaire. Donc très souvent, on se dit, 4,5% de taux de cap, 5% de taux de cap. Mais ça veut dire quoi ? Et comment est-ce qu'on fait pour le déterminer ? Parce que ce qui est très frustrant, c'est que ça change énormément la valorisation. Vous avez typiquement, et ce qu'on voit aujourd'hui, on a des institutionnels qui ont fait des investissements avec des taux de cap attendus qui étaient acceptables. Même c'est des coûts moyens pour tirer du capital. C'est un petit peu différent, mais bon bref. On a des taux d'actualisation. Donc ce taux de rentabilité qui est attendu après charge, on va voir un peu plus tard, mais qui était attendu à 1,8, à 2, parce que les taux d'intérêt étaient négatifs, donc ils payaient de l'argent pour l'argent à la banque, qu'il fallait liquider les fonds, donc ils achetaient des immeubles avec des taux de rentabilité très très bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on monte à 3, on monte à 3,5 pour des mêmes situations, des mêmes immeubles. Mais si on passe de 1,5 à 3,5, on divise la valorisation par 2. C'est une perte de valeur de l'immeuble de 50%. C'est énorme, c'est gigantesque. On a littéralement un immeuble qui se vendait 10 millions avant qui se vend 5 millions. Donc évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir ça, surtout pour des personnes privées. Et c'est pour ça qu'il est très important. Donc c'est marrant d'avoir un élément aussi important, une variable aussi importante, qui est au final déterminée uniquement par l'expérience, par la subjectivité complète de la personne qui évalue. Voilà. Mais pour continuer avec ça, de quoi ? Alors j'ai dit ce taux de rentabilité, ce taux de cap, il est composé de deux manières différentes. Il y a le taux d'intérêt de base, et puis le taux moyen à long terme. Donc, je m'explique, c'est une pondération entre les deux. Ça veut dire qu'on va utiliser un taux de base qui est
de manière générale, enfin qui est le taux d'intérêt hypothécaire, hein, donc THR, le taux d'intérêt hypothécaire de référence, qui est donné par l'OFL chaque 3 mois. Ça, c'est un taux qui évolue. Il est passé de 1,5, de 1,25 à 1,5 à 1,75 okay, en Suisse. Et puis, donc voilà, c'est simplement le taux hypothécaire de référence. Et on va le combiner, donc ça évolue hein, chaque 3 mois. On va le combiner à le taux historique. Taux d'intérêt historique réalisé en Suisse concrètement les 20, 30, 40, 50 dernières années. Ça dépend, l'expert peut choisir ce qu'il prend. Si on prend par exemple les 50 dernières années, on sera autour des 4,5%. Et si on pondère 1,5, 1,75, ça dépend de la situation actuelle, mais bref, si on pondère le taux hypothécaire de référence et puis le taux historique des 40 dernières années, donc 4,5%, eh bien on est autour des 3. Voilà. Donc ça, c'est la construction du taux, c'est ce qu'on appelle le CMPC, c'est le coût moyen pondéré du capital. Et puis ça, c'est le taux de base pour faire le calcul de valeur de rendement. Un type de calcul de valeur de rendement. Mais ce n'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'il est trop compliqué à déterminer. Ce taux retenu, taux de rentabilité, CMPC, coût moyen pondéré du capital, c'est simplement une pondération du coût du capital. Hein, coût du capital propre, coût du capital étranger. Voilà. Et à ça, on va ajouter des suppléments pour donner ce taux de cap. Le taux de cap très important. Donc, enfin très important, ce qu'on utilise tout le temps. Par rapport encore juste à ce taux d'intérêt de base, il varie donc ce taux d'intérêt de base que je viens de calculer, hein, qui sera autour des 3%. Il varie de l'affectation du bâtiment quand même, hein, parce que typiquement si on a une affectation commerciale ou industrielle, le taux historique des 40 dernières années, il ne sera peut-être pas de 4,5, mais il sera peut-être de 5 ou 5,5. Donc ça influence directement le taux d'intérêt de base, hein, ce qui est parfaitement logique. Ensuite, d'une fois que c'est fait, donc d'une fois que ce taux d'intérêt de base il est calculé, ce coût moyen pondéré du capital, et bien là, on va s'intéresser aux suppléments qu'on va y ajouter. Les suppléments, c'est quoi ? C'est des suppléments qui sont liés aux frais de l'immeuble. Donc, c'est pour compenser le fait que quand vous achetez un immeuble basé sur l'état locatif net, eh bien, ce n'est pas l'argent que vous allez réellement obtenir. Parce que vous allez obtenir cet argent des locataires, mais ensuite, vous allez payer des charges. Vous allez payer la gérance, vous allez payer l'entretien, vous allez payer l'exploitation, vous allez payer un fonds de rénovation et un risque de logement vacant. Eh bien, pour ça, on va l'inclure. Il y a 2 méthodes de faire. Soit on diminue vraiment tous ces frais si on les connaît. Ça, j'en parlais dans un petit instant. Ou alors, on augmente le taux d'intérêt de base, le taux que je viens de calculer. Donc typiquement c'est 3%, si je reprends les 3% que j'ai calculés, la pondération, je reprends ces 3% et j'ajoute des suppléments. Parce que plus le taux d'intérêt est élevé et plus la valeur de rendement est faible, ce qui est logique. Donc si on ajoute des suppléments, on va ajouter un supplément pour les frais d'exploitation, d'entretien et de gérance. On va ajouter un supplément pour le risque de vacances, on va ajouter un supplément pour le CAPEX, Capital Expenditure, qui veut dire le fonds de rénovation pour faire des rénovations qui sont lourdes, qui sont hors entretien. Si on doit typiquement remplacer un carreau, si on doit refaire un coup de peinture, c'est de l'entretien. Si on doit remplacer une cuisine, remplacer un ascenseur, ravaler la façade complète, refaire la toiture, c'est cette fois des rénovations d'importance élevée. Il y a aussi, donc là je vais vous donner des benchmarks dans un instant par rapport à ces suppléments-là, sur comment est-ce qu'on doit ajouter des suppléments au taux pour augmenter le taux pour compenser ces frais justement qu'on va obtenir. Mais le deuxième élément, c'est des suppléments qui sont complètement différents, des suppléments qui sont liés à la conjoncture positive ou conjoncture négative. Typiquement, si on est dans une très très bonne phase, on peut ajouter un supplément qui est lié à la très bonne conjoncture et ça peut être un supplément négatif. Ça veut dire que la conjoncture peut être tellement bonne, typiquement là où les taux d'intérêt sont négatifs et qu'on doit acheter absolument, enfin les institutionnels surtout pour liquider du cash, on peut dire que la conjoncture est extrêmement positive et donc on va réduire ce taux pour pouvoir augmenter la valeur de rendement. Et à l'inverse, si on a mais bon, c'est relativement rare ça, et c'est pas du tout, normalement, faudrait éviter de le faire parce que on s'expose quand même au risque, en disant ok, le marché est tellement bon maintenant qu'on peut augmenter la valeur en diminuant le taux. C'est très ponctuel. Mais ensuite, on a aussi des taux, surtout de mauvaise conjoncture. Donc, si la conjoncture est vraiment pas bonne, si les choses se sont calmées, typiquement maintenant, les taux d'intérêt sont montés, conjoncture un peu moyenne pour les investisseurs, on se pose quand même des questions. Mais dans ce cas-là, on augmente le taux d'intérêt. C'est des suppléments qu'on va ajouter au taux de base. Et on diminue la valeur à travers cette augmentation du taux d'intérêt. Voilà. Donc ça fait partie des suppléments. C'est un petit supplément qui est alternatif, qui est un peu différent des suppléments qui sont directement liés aux frais de l'immeuble.
Donc ces suppléments servent à ajuster et réduire, réduire ou augmenter la valeur actualisée des revenus locatifs perpétuels de l'immeuble en prenant en compte les coûts incompressibles imputés au propriétaire. Okay, donc on va réduire la valeur de l'immeuble, la valeur de rendement de l'immeuble, parce qu'il y a des coûts qui sont imputés au propriétaire qu'on ne peut pas répercuter sur le locataire, okay, qui viennent directement influencer au final la rentabilité net, hein, la vraie rentabilité de l'immeuble, le cash flow positif qui reste à la fin après le paiement des charges. Pour vous donner des benchmarks, comme je l'ai dit avant, par rapport à ces suppléments, eh bien, ça dépend de l'âge du bâtiment, ça dépend de sa taille et ça dépend de son affectation. Mais grosso modo, pour la majorité des bâtiments, on peut utiliser plus ou moins 1% de supplément pour l'entretien, l'exploitation et l'administration. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire typiquement si on a un taux de base de 3%, ça veut dire ces fameux 1,5 ou 1,75 pondérés à 4,5 par exemple. Bon, on arrive plus ou moins à 3. On prend ces 3, on ajoute 1% pour l'entretien, l'exploitation et l'administration. Okay, l'entretien, c'est quoi ? C'est le remplacement d'une fenêtre, c'est le remplacement d'un carreau, c'est le remplacement, on effectue un petit coup la peinture dans les communs, enfin bref, ce genre de détails. Et puis l'exploitation, c'est quoi ? L'exploitation, c'est des charges qui sont liées directement à l'exploitation du bâtiment qu'on ne peut pas répercuter au locataire. Typiquement l'assurance du bâtiment, typiquement l'impôt foncier, par exemple. C'est des coûts d'exploitation. Et ensuite, on a l'administration. L'administration, c'est quoi ? C'est des frais liés à l'administration, à la gérance du bâtiment. Quelle est la gestion du bâtiment ? Vous payez une gérance d'immeuble pour gérer le bâtiment de l'ordre de 3,5-4% de l'état locatif annuel. Eh bien, c'est typiquement ça. Okay, donc ça, c'est 1% de supplément sur le taux d'intérêt. Ensuite, on a 0,1% pour le risque de vacances. Le risque de vacances, c'est quoi ? Eh bien, c'est typiquement, vous avez un appartement qui se libère et vous devez le remettre en location. Eh bien là, cet appartement, le fait qu'il ne soit pas loué pendant 1 mois ou 2, eh bien, ça vous péjore l'état locatif à la fin de l'année. Voilà, c'est des frais qui sont liés au final à l'immeuble, mais que vous ne maîtrisez pas forcément parce que voilà, il a fallu 1 mois ou 2 mois pour retrouver un locataire. Et c'est comme ça. Donc, pour pallier et compenser ce problème, en général, c'est relativement faible, surtout dans le marché actuel locatif extrêmement tendu et de pénurie de logement. Donc dans ce cas-là, on a un risque de logement vacant très faible, donc 0,1% de supplément à ajouter au taux d'intérêt de base. Et enfin, on a 0,7% à ajouter pour le fonds de rénovation. C'est les fameux CAPEX, donc Capital Expenditure, qui sont les frais de rénovation importants. Ravalement de façade, remplacement de la toiture, remplacement des cuisines, rénovation des salles de bain, etc., etc. Donc si on ajoute tous ces pourcentages, on passe au final de 3% de taux d'intérêt de base à 4%, plus 0,1, 4,1%, plus 0,7, 4,8%. 4,8% de taux de cap. C'est le fameux taux de cap auquel on doit s'attendre pour un immeuble standard. Voilà. C'est ça, le fameux taux de cap, qui est basé évidemment sur l'état locatif net, ça veut dire hors charge. État locatif brut, c'est avec toutes les charges comprises, c'est ce que le propriétaire va toucher sans compter ce qu'il va rendre. Et état locatif net hors charge, ça veut dire l'état locatif moins déduit des charges d'eau chaude et des charges d'eau chaude et chauffage, voilà, qui est payé par le locataire. Donc voilà, en général, en acompte, décompte ou alors en forfait. Ça dépend de chaque propriétaire, de chaque contrat. Si c'est pas payé de cette... Enfin, il y a encore une autre possibilité qui est des frais accessoires, mais ça concerne uniquement le Valais en Suisse romande. Peut-être éventuellement Fribourg également, mais c'est plutôt utilisé en Suisse allemande, qui sont des frais qui sont imputés en plus au locataire, typiquement pour la conciergerie, typiquement pour l'électricité des communs, etc., etc. Voilà, mais c'est pas tellement utilisé sur le canton de Vaud, ni Genève, ni Neuchâtel. Donc, le calcul est très simple. Au final, on prend cet état locatif net, ça veut dire on enlève juste les charges, divisé par le taux de cap qu'on vient de calculer. Là, en l'occurrence, c'est 4,7, mais évidemment, ça dépend de chaque immeuble. 4,8, pardon, mais ça dépend de chaque immeuble. Donc, divisé par 4,8, et ça nous donne la valorisation, valeur de rendement actuelle classique. Valeur de rendement classique, donc statique. Très important de comprendre ça. Donc, le calcul est simple, et c'est pour ça qu'il est si répandu aujourd'hui. Bien que tout le monde n'a pas cette notion de supplément glissé dans le taux de rendement, parce que tout le monde ne comprend pas ça, comment c'est constitué, malgré tout, le calcul est très problématique. Pourquoi est-ce qu'il est problématique ? Eh bien, le problème, c'est quand vous utilisez ces suppléments, eh bien, les charges de l'immeuble, donc, qui sont comprises dans ces suppléments, elles sont liées directement avec le rendement locatif, avec l'état locatif. Et puis ça fait aucun sens, parce que quand vous réfléchissez, si vous avez un immeuble à Delémont, vous avez un immeuble à Zurich,
même immeuble, hein, même taille, même nombre d'appartements, etc., eh bien, vous avez à Zurich des charges qui sont théoriquement beaucoup plus élevées qu'à Delémont, pour la simple et bonne raison que l'état locatif est beaucoup plus élevé. Mais ce qu'il faut, peut-être que les charges sont un petit peu plus élevées parce qu'il y a des salaires qui sont un petit peu plus élevés, c'est vrai, mais les charges, enfin, la majorité des charges ne devraient pas être aussi différentes. Ça veut dire que c'est pour ça que prendre un pourcentage sur l'état locatif, ça n'a pas de sens. Parce que vous ne pouvez pas dire que les charges sont beaucoup plus élevées si l'état locatif est beaucoup plus élevé. Si vous devez changer une prise à Delémont ou changer une prise à Zurich, centre-ville de Zurich, eh bien, je peux vous garantir que ce n'est pas 3 fois le prix, alors que l'état locatif de l'immeuble, c'est 3 fois le prix. Donc, vu que ça n'a pas de sens, eh bien, on a d'autres méthodologies. Je vous en ai parlé avant, c'est qu'à la place d'utiliser ces fameux suppléments, des pourcentages qu'on ajoute au taux de base, eh bien, on va déduire des charges de l'état locatif. Ça veut dire qu'on va déduire des charges pour l'entretien, on va déduire des charges, mais en francs absolus, on va prendre l'état locatif net, hein, hors charge, okay, donc chauffage, eau chaude, mais on va encore déduire des charges, des francs par mètre carré en fonction de la surface cette fois, des charges d'entretien, déduire des charges de CAPEX, donc fonds de rénovation, déduire des charges d'exploitation, déduire des charges de gérance, qui sont des vraies charges de gérance, et déduire des charges de risque de vacances. Okay, c'est comme ça qu'on pallie, c'est comme ça qu'on peut pallier ce problème, ce problème de réduction de la valeur de rendement à cause des charges qui sont imputées aux propriétaires. C'est possible de comptabiliser ces frais, non pas par un supplément, mais par des coûts directement liés aux surfaces ou au volume, hein, c'est aussi possible, hein, volume à entretenir et rénover. Typiquement pour le CAPEX, hein, donc capital expenditure, le fonds de rénovation, on va définir plutôt un prix de rénovation par mètre cube du volume construit. Et puis en fonction de ces cycles de rénovation, eh bien, on va déterminer combien est-ce qu'il faut mettre de côté par année dans le fonds de rénovation pour pouvoir ensuite effectuer les travaux sans aucun problème. Voilà. Et ça fait beaucoup plus de sens, beaucoup plus de sens. Concernant l'état locatif utilisé dans le calcul, il y a 2 versions possibles, ça je vous en ai parlé. Donc, il y a l'utilisation de l'état locatif hors charge, d'accord, donc c'est eau chaude, chauffage ou alors frais accessoires comme j'ai expliqué, et c'est le système utilisé avec les suppléments, calculé et expliqué tout à l'heure. D'accord, donc ça c'est ce qu'on utilise, c'est l'état locatif qu'on va utiliser pour le calcul avec le taux de cap, fameux taux de cap qui est calculé à travers ces suppléments. Et ensuite on a une autre utilisation de l'état locatif net possible, c'est l'état locatif net déterminant cette fois, c'est un petit peu différent, ça veut dire qu'on prend le même état locatif calculé avec les suppléments, sauf qu'on diminue tous les frais que je viens de citer, exploitation, entretien, capex, gérance, etc. Et puis ça nous donne un état locatif net déterminant, état locatif net définitif déterminant, qui sera utilisé pour le calcul de la valeur de rendement avec, cette fois, du coup, pas le taux de cap, mais le CMPC, qui est le taux d'intérêt de base, calculé tout à l'heure. La pondération directe entre le taux d'intérêt hypothécaire de référence et le taux d'intérêt hypothécaire de référence et puis le taux moyen des 40 dernières années, voilà, qui est le coût moyen du capital propre et étranger. Voilà. C'est le coût accepté. Donc, il faut faire très attention à utiliser les bonnes données dans les bons calculs. C'est le gros problème d'ailleurs de la valorisation immobilière, surtout pour les débutants ou bien les personnes qui débutent ou les personnes qui n'ont pas accès à toutes les informations. Pourquoi ? Eh bien parce que très souvent vous n'avez pas l'expérience ou alors pas l'expérience de dénicher si effectivement c'est des vraies informations qu'on vous donne, si effectivement c'est pertinent ou pas, parce que vous faites confiance à des professionnels et des fois malheureusement vous n'avez pas toujours les bonnes informations. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai moi-même eu un calcul de plan financier à effectuer sur une opération que je souhaitais faire, notamment avec la communauté, que je souhaitais faire et qui n'a pas pu être faite. Pourquoi ? Parce que le plan financier qu'on m'a donné était complètement faux. On m'a donné des mètres cubes complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité du marché. Donc j'ai fait confiance aux documents qu'on m'a transmis. J'ai pas fait le calcul directement moi-même, grave erreur. Mais heureusement, avant d'aller plus loin, j'ai tout repris. J'ai refait le calcul de A à Z, d'accord ? Et en reprenant le calcul de A à Z, je me suis rendu compte de ce qui était juste ou pas. Et puis, je me suis surtout rendu compte qu'on avait 1200 mètres cubes de différence entre la réalité et ce qu'on m'avait donné. Okay, et 1200 mètres cubes de différence
de différence, ça donne à peu près 1 million de coûts de construction de différence, hein. Donc même un peu plus. Donc 1 million de coûts de construction dans un projet à 5000 m3, ça fait effectivement, ça change le plan financier, okay, ça change la donne. Et donc évidemment, il est passé de très rentable et très intéressant à inintéressant. Donc faites très très attention aux informations qu'on vous donne, toujours les vérifier, toujours les contrôler, que ce soit les mètres carrés, que ce soit les mètres cubes, que ce soit la rentabilité, que ce soit l'état locatif aussi très important, ou les charges qu'on vous annonce, très important de vérifier tout ça. Et si vous ne savez pas comment vérifier, eh bien faites-vous accompagner, c'est hyper important. Donc pour résumer, le calcul de la valeur de rendement classique correspond à une actualisation de rente perpétuelle avec des données statiques définies aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous utilisez la bonne formule de calcul d'actualisation d'une rente future, okay, par exemple, vous dites, ok, je reçois, c'est l'actualisation d'une rente, hein, c'est une formule de mathématiques financières, ça veut dire, je reçois 100 000 francs par année pendant 10 ans, okay, vous avez une formule qui vous permet de calculer à combien est-ce que c'est valorisable aujourd'hui en fonction du taux d'intérêt, okay, sur 10 ans. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, la valeur de rendement, pourquoi c'est aussi simple ? C'est exactement la même formule, mais sauf qu'au lieu d'avoir un nombre d'années fixe, eh bien, le nombre d'années fixe, c'est l'infini. D'accord ? Et en ayant un nombre d'années fixe infini, eh bien, ça donne simplement, vous avez des données qui se suppriment dans la formule, ça vous donne simplement l'état locatif net divisé par un taux. Voilà. Et puis ça s'arrête là. C'est pour ça qu'on utilise ça. Mais donc ça sous-entend que l'état locatif qu'on détermine dans la formule, dans le calcul, et le taux de rentabilité attendu qu'on détermine dans le calcul, ils sont définitifs ad vitam aeternam. Ça veut dire à perpétuité. Ça, c'est important de comprendre parce que c'est faux. Évidemment, c'est complètement irréaliste. Et c'est pour ça que c'est une valorisation, une méthodologie de valeur qui n'est plus tellement utilisée au final chez les professionnels de l'immobilier, en tout cas pas dans les expertises immobilières pour des immeubles de rendement, parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas vous dire qu'aujourd'hui, l'état locatif actuel, il est valable à vie et que le taux attendu, il sera valable à vie. Alors certes, il y a une certaine justesse sur les années qui vont suivre normalement, mais c'est complètement irréaliste. En plus de partir du principe que sur 10 ans, on peut faire des projections. Sur 10 ans, sur 15 ans, c'est facile de dire ok, on va changer en année 3, on va changer le boiler, en année 6, on va changer la chaudière, en année 12, on va changer le toit. C'est possible de faire ça. Donc pourquoi pas le faire ? Et c'est possible d'estimer approximativement comment les loyers vont augmenter ou bien diminuer. Ça dépend de l'immeuble, ça dépend de sa situation. Mais c'est complètement irréaliste par contre de se dire je maintiens un état locatif aujourd'hui et puis dans 15 ans, ce sera toujours le même et ce sera toujours la même chose. Et encore pire parce que quand on fait ça, on se dit dans 500 ans, ce sera toujours la même chose. Donc voilà, c'est un problème majeur de calcul que tout le monde pratique. Et donc c'est pas bon. Il est pratiqué uniquement à cause de sa simplicité. Donc d'ailleurs, pour déterminer l'état locatif et le taux, pour pallier ce problème de la meilleure manière possible, même si c'est impossible au final, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va essayer de projeter un état locatif durable. Ça veut dire qu'on va se dire, ok, aujourd'hui c'est 100 000 francs par année. Je sais que ça ne peut pas être comme ça ad vitam aeternam. C'est plutôt bas par rapport à la valeur du marché. Je pars du principe que c'est possible que à long terme, c'est-à-dire, je sais pas moi, sur les 20 prochaines années, la moyenne de l'état locatif qu'on va pouvoir obtenir sera peut-être 110 000 francs. Quoi. Donc à la place de dire, bon, c'est 100 000 francs d'état locatif aujourd'hui, on peut se dire, ok, ça va augmenter un petit peu, je peux majorer de 10% l'état locatif actuel aujourd'hui parce que je sais qu'à long terme, c'est ça qui est plutôt durable par rapport à la valeur du marché en respectant les lois, le droit du bail, ça veut dire L3PL, LTR ou bien le droit du bail tout simplement du code des obligations et de l'EBLF pour tous les autres cantons. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on va majorer l'état locatif sur une longue durée, une longue période pour pouvoir déterminer simplement une valorisation sur le long terme qui est la plus juste possible. Comme l'état locatif, comme le taux de rentabilité, ce fameux taux de cap, on doit l'ajuster, on doit l'utiliser de manière un peu conservatrice parce que tout simplement, on ne peut pas définir que même si aujourd'hui, les 2 dernières années, la conjoncture est extrêmement profitable, on part du principe que le taux de rentabilité est à 2%, on ne peut pas dire que c'est un taux de rentabilité à long terme. Et c'est pour ça que dans le taux d'intérêt de base, on pondère
le taux aujourd'hui hypothécaire de référence et puis le taux historique des 40 dernières années. C'est parce qu'on va utiliser le passé pour projeter l'avenir et c'est parfaitement normal. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aujourd'hui enfin, pas des drames, mais des grosses pertes de valeur dans les immeubles de rendement, surtout destinés aux institutionnels, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas fait ce travail. Ils n'ont pas fait ce travail du tout et ils sont partis du principe que ce taux de cap était viable. Et donc ils l'ont utilisé, mais c'est une erreur de débutant, de très débutant, et pourtant c'est des analystes et des experts qui ont fait ces valorisations, mais simplement ils devaient tellement utiliser de cash que après c'est discutable, hein, on peut le comprendre, ils devaient tellement utiliser du cash qu'ils ne sont pas du tout partis du principe que le passé allait rattraper le présent et que le futur serait pas identique à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est des réflexions plutôt d'amateurs, mais qui ont été utilisées par les institutionnels et par les professionnels pour acheter des immeubles à n'importe quel prix, faire n'importe quoi avec, et aujourd'hui se retrouver avec des immeubles qui honnêtement ont perdu 10, 20, 30, 40% de leur valorisation, mais qui ne sont pas répercutés directement sur leur portefeuille parce que on ajuste finement dans les expertises de leur portefeuille, et puis parce que parce qu'ils vont garder ces immeubles à long terme. Donc ils ne vont pas vendre. Les valorisations ont été diminuées, mais ils ne vont pas vendre. Voilà. Donc ça ne se ressent pas directement. Mais pourtant, oui, la perte est bien réelle et ça n'a rien à voir avec l'immobilier privé, l'immobilier résidentiel privé, parce que le privé a fait pour le coup des calculs beaucoup plus justes et n'était pas aussi poussé par la baisse des taux d'intérêt que ce qu'a fait l'institutionnel. Donc voilà. Et puis parce que le calcul effectué par la banque a toujours été restreint et a toujours été calculé sur une base de 5% taux d'intérêt. Et vu que le privé utilise la banque et passe par ce calcul, il ne peut pas se permettre d'acheter à n'importe quel prix, à part s'il met full fonds propres. Mais s'il met full fonds propres, il ressemble à un institutionnel et après c'est son problème s'il fait des erreurs. Voilà. Donc il est seul dans son calcul. Par contre, quand il se fait financer, il n'est pas seul dans son calcul. La banque est là également. Et donc le fait que la banque soit là, elle va le calmer directement et elle va lui dire écoute, pour moi, c'est 5% de taux d'intérêt, c'est comme ça, pas autrement. Et donc ton bien immobilier n'est pas autoporteur en l'occurrence. Donc soit tu mets plus de cash, soit tu te débrouilles, mais tu prends trop de risques avec le taux que tu calcules. Voilà. Donc là où la banque faisait cet effort-là pour les gens, les personnes privées, au final, elle ne le faisait même pas pour elle-même. Et donc, elle s'est permise d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Voilà. Donc, c'est assez marrant, mais c'est comme ça. Et tant mieux pour les personnes privées qui, eux, ne vont pas du coup souffrir de cette baisse de valeur, pas autant en tout cas que les institutionnels. Voilà. Donc ce calcul, il est très subjectif, calcul de valeur de rendement classique. Là, on l'a vu en profondeur à travers cette méthode statique de valorisation. Et c'est pourquoi dans l'expertise immobilière, on utilisera plutôt une valeur DCF, Discounted Cash Flow, très connue des économistes, très connue des fiduciaires pour les calculs de valorisation d'entreprise. C'est la même méthodologie, c'est-à-dire qu'un immeuble de rendement, c'est un business. Et tout ce qu'on calcule et tout ce qu'on veut savoir, c'est combien ce qui rapporte à la fin de l'année X, ou la fin de l'année X plus 1. On va décortiquer chaque année de vie de l'immeuble sur une plus ou moins longue durée. Ça dépend de la précision qu'on veut obtenir pour déterminer combien est-ce que l'immeuble rapporte concrètement par rapport aux charges qu'il doit supporter et par rapport à l'état locatif qu'il peut générer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite. Ciao.